Vendredi 10 octobre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 podcast que aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie que je reçois nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1 et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Il est le champion de F2000 et il en est à ses derniers jours au Québec puisque ses bagages sont quasiment prêts pour s'envoler vers Turin en Italie. Jean-Christophe Trahan, comment vas-tu? Ça va super, super bien occupé, mais toujours du temps pour vous. Ça va de soi. Là, on n'a pas le droit de dire à nos auditeurs ce que tu t'en vas faire. On le sait, on va le savoir en temps et lieu. On va avoir le droit de le dire. Mais pour les gens qui se posent des questions, tu t'en vas essayer de réaliser tes rêves. Hein, c'est la Oui, façon la plus large que je peux le dire sans que tu me chicanes. non, ben, tu as tout à fait raison. Disons qu'il y a deux volets. La première raison pour laquelle j'y allais, c'était pour les études, et ça va, c'est en branle. Je commence l'école dans un petit peu plus qu'une semaine. Je retourne sur les bancs d'école, mais pour de très bonnes raisons. Il y a aussi le volet course que je travaille dessus. Ça, c'est un processus continuel que je sois au Québec, ici, en le faisant, ou en Italie, mais disons, très, très excité de ce que le futur peut m'apporter. Et, je travaille toujours fort là-dessus pour rester un pilote actif pour la F1 Podcast. Ben, on est excité pour toi, Jean-Christophe, puis je te souhaite tout le meilleur. Je suis triste que tu vas partir en Italie, mais j'espère pour toi que tu vas être capable d'accomplir des grosses choses. Je pense que, je te l'ai déjà dit, tu as le talent pour le faire. Puis des fois, c'est ça qui est plate, c'est que c'est pas tout dans tes mains, hein. C'est ça la course automobile, c'est que ça prend des gens qui t'aident pour réaliser tes rêves, mais toi, ta partie à toi, je sais que tu l'accomplis, tu l'as fait, donc je te souhaite d'accomplir des grandes choses. Est-ce que tu vas être là pour les Olympiques aussi? Parce que c'est au mois de février. Turin puis Milan, c'est quoi, à peu près une heure et demie de route? Parce que ça aussi, c'est le fun là, d'être dans un pays qui va accueillir les Jeux olympiques. C'est grandiose. En plus, c'est les Jeux d'hiver, le Canada, le hockey, on va être là. Est-ce que tu vas pouvoir te déplacer et aller voir ça? Ah ben là, c'est sûr que que je vais y être si l'école me le permet, là. C'est Mhm. quand même quelque chose de cool et unique en Ah, son fuck, c'était genre. court, là. Je vais en Comment? profiter, là. Ah, c'est ça, exact. Au prix que ça coûte, je vais essayer le moins possible. Mais oui. Hey, des Jeux olympiques, ça arrive aux 4 ans, puis c'est pas toujours dans la même ville, là. Fait que, 100%. Non, c'est sûr que je vais y aller. Ça, alors, c'est sûr que je vais voir. Ouais. ben ça, je suis jaloux. Je veux te dire, dans la vie, moi, je suis pas souvent jaloux des gens, mais ça, que tu peux aller voir un match de hockey international du Canada ou quelque chose comme ça, je suis jaloux. Je te le souhaite, mais je suis jaloux. Je suis jaloux de moi-même, inquiète-toi pas. Et de l'autre côté, vous avez entendu un peu sa voix, vous l'avez entendu un peu rire, parce que c'est un gars qui rit souvent, c'est un gars très très le fun, on a beaucoup de plaisir avec lui ici au F1 Podcast. On le connaît de plus en plus parce que ça fait quelques saisons qu'il est avec nous, on connaît ses secrets les plus intimes du fait qu'il ne dort pas avec sa montre puis toutes ces choses-là. Donc, il est le descripteur analyste des courses de GTCQ.tv, mais avant tout, il est aussi un pilote pour nos amis de la team FSR. Il est aussi notre collaborateur du vendredi, François Goulet. Comment vas-tu? Ah, je vais très bien. Ça n'en fait des trucs à mon résumé, sérieusement. J'en C'est rajoute. vrai. Ben, c'est vraiment bien. Puis là, comme je pense j'en ai parlé l'autre fois, moi et mon collègue maintenant, mon teammate, mon coéquipier de la team FSR, Alex Crête, on va faire la course d'endurance ensemble en anglais là, le 26 octobre. Je vous en reparlerai Ben en temps oui. et lieu, mais on va passer 12 heures de notre journée en bloc de 4 heures à décrire des courses de sim racing pour une bonne cause en plus. Donc, ça risque d'être très intéressant et surtout très exigeant. Donc, j'ai bien hâte, mais je suis content d'être là, parler avec vous, les gars, JC, Simon, toi. J'ai gâché le punch. Ah ben Simon, ben oui, Simon, Ah, Seigneur. c'est notre Donc, surprise, c'est notre bon. surprise. Alors, Les, à toi, Martin. Ben, les auditeurs du F1 Podcast le connaissent de plus en plus, que ce soit par ses commentaires sur Facebook. Toujours le fun de lire ce que Simon a raconté après une course, mais toujours le fun aussi de l'entendre. Moi, j'ai la chance de discuter avec lui de temps en temps, discuter des longues conversations, parce que quand on prend le temps de s'appeler, ça dure pratiquement un après-midi. Faut quasiment qu'il envoie quelqu'un d'autre chercher ses enfants à l'école dans ce temps-là. Quasiment que Martin m'appelle, je cancelle mon après-midi. Eh bien, il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachin, comment vas-tu? Je vais très bien et vous?
Je vais très bien, puis la gang va très bien aussi, j'en suis sûr. Parce que je sais que c'est Super. pas à moi que tu dis vous, là. Ouais, exact, c'est les trois en même temps. Puis, Ouais. juste pour te dire, Martin, c'est vrai que nos conversations téléphoniques se terminent jamais, puis ça, c'est rare dans mon cas. Je suis plus le gars vouloir accrocher vite d'habitude. Ça commence à me faire une réputation dans la maison, là. Ouais, ouais, le monde va penser que tu as une maîtresse. Là. Qui parle longtemps comme ça avec Simon? On va faire de la chicane. Non, on peut parler de plein de conversations, on a plein de passions, de sport. Justement, je pensais à toi dans les derniers jours, je me dis, euh, c'est tellement bon d'être un amateur de sport présentement. Il y a tout à Oui, la télévision. Que ce soit, moi, j'écoute les séries de baseball, là, je suis là-dedans, pas à peu près. Let's go, Blue moi Jays. aussi. Ensuite, après ça, on regarde le hockey qui vient de débuter. Je sais que tu n'es pas un grand partisan de hockey, mais quand même, c'est là. La NFL qui bat son plein. Le basketball pour François Goulet. Je sais qu'il est fort sur Bientôt. l'universitaire, mais ça s'en vient, ça aussi. Mhm. Donc, il y a encore le football canadien. Écoute, tous les sports là, se rentrent un dans l'autre. Et bien sûr, ici au F1 Podcast, celui qui nous intéresse le plus, ben, c'est la Formule 1 qui continue encore sa saison jusqu'au mois de décembre. Donc, on a encore plusieurs courses. C'est justement pour ça qu'on a la chance de se réunir au moins une fois par semaine puis discuter analyser les grands prix où là, c'est l'entre-deux courses, on va pouvoir discuter de l'actualité. Et justement, aujourd'hui, là, je regardais ça avant de faire ça, je disais, il faut pas que j'oublie de le dire, parce que des fois, c'est des petites affaires que j'oublie de mentionner. Mais c'est le 50e épisode de la saison du F1 Podcast. Aujourd'hui, Oh, c'est wow! ouais, Ouh. c'est ça. 50, wow! 50, c'est ça, c'est fou parce que je regardais, là, il y a personne qui, puis c'est pas, tu sais, je veux pas qu'on se vante, mais il faut quand même dire ce qui est la vérité. Il y a personne qui produit autant de contenu F1 présentement au Québec. 50 podcasts, puis j'ai envie de dire au Canada, puis même, je regardais à l'international, 50 épisodes dans une saison, c'est beaucoup. Puis c'est pas terminé, là, on a encore beaucoup à l'offrir. Puis la raison qu'on est capable de faire ça, ben, c'est qu'on a des partenaires, des commanditaires en or, que ce soit des cœurs incorporés, spécialistes dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une, en embellir une, en réparer une. Vous pouvez faire affaire avec leurs experts qui vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Puis on a aussi nos amis de Sharp, compagnie internationale qui produit des machines, des thermopompes, des machines des airs climatisés, ces choses-là, qui est distribué par Norwa CVC au Québec, un distributeur 5 étoiles qui vont vous offrir un service humain et sur mesure, à l'image de Descartes. C'est pas pour rien qu'on s'associe avec ces gens-là. Puis Norwa CVC, bien sûr, en vous vendant des machines Sharp, ils sont capables de vous faire avoir les meilleures subventions du gouvernement parce que c'est l'économie d'énergie. On parle souvent de ça en Formule 1. C'est de plus en plus important. Donc, non seulement vous sauvez par la subvention que le gouvernement va vous offrir, qui est la plus grosse pour les machines Sharp, mais vous allez aussi sauver sur vos factures d'électricité. Donc, Norwa CVC, c'est avec eux qu'il faut faire affaire dans ce moment-là. Malheureusement, les nuits commencent à être fraîches, fait que si vous n'avez pas vérifié encore vos systèmes de chauffage, c'est peut-être le temps de le faire parce que vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Parce que c'est inévitable, même si on espère avoir un été qui va s'accrocher, puis un automne pas trop difficile, l'hiver va finir par arriver à un moment donné, ça finit toujours par arriver. On parle aujourd'hui, les gars, de Orange Papaye, c'est sûr qu'on va en parler. Salutations à notre auditeur Simon Tremblay qui m'écrivait justement qu'on dit trop Orange Papaye dans le podcast. Il dit, hey, alors, Mm. arrêtez de dire Orange Papaye à toutes les 2 secondes. Mais là, je l'ai déjà dit 3 fois depuis le début de l'épisode, fait qu'il va sûrement me renvoyer un message. Mais oui, on va parler de ça, mais j'ai décidé de le mettre dans le dernier bloc de l'émission. On a beaucoup de choses à traiter avec ça, ce qui s'est passé à Singapour. Ça a fait beaucoup jaser, non seulement nous entre nous, mais les auditeurs du F1 Podcast aussi ont discuté beaucoup de ce qui s'est produit, avec raison, parce que je pense que c'est le sujet de l'heure. Le championnat se joue autour de ça. On a gagné le championnat constructeur aussi, mais ça s'est pas fait facile, le Grand Prix de Singapour. Mais avant qu'on aille là, justement, je veux parler de Singapour. Vous savez mon amour pour ce Grand Prix-là. Hmm. À quel point que je trouve ça le fun, Singapour. Moi, ça éveille ma passion de la Formule 1 quand je vois ça, un Grand Prix comme ça. Je suis tellement content qu'on va même avoir une sprint l'année prochaine. Là. Je me peux plus d'avoir la chance de vivre 2 Grands Prix pendant une fin de semaine de Singapour. Non, sans blague, c'est vraiment pas mon préféré. Mais j'avais envie de vous partager ça dans le podcast avec Kevin lundi. On a discuté, je mentionnais, moi, je trouve que on a fait des améliorations du côté de la FIA pour améliorer le spectacle à plein d'endroits. Il y a des circuits que c'est plus compliqué que d'autres. À Monaco, on a décidé d'installer une règle qui dit 2 arrêts obligatoires. Ça n'a pas été un grand succès à cause que Monaco, c'est pas large. Ça a même fait un peu un cirque là, quand on regardait les voitures qui brettaient qui empêchaient les autres de passer, puis qui forçaient, dans le fond, on faisait 2 arrêts au plus, puis tout ça, ça a donné quelque chose qui n'était pas très, très beau. Sauf que
ça veut pas dire qu'on pouvait pas l'essayer du côté de Singapour. J'ai été un peu déçu qu'on n'a pas fait ça. On a quand même tenté quelque chose en augmentant la limite de vitesse dans les pluies en passant de 60 à 80 km/h. Donc, je peux pas dire qu'on n'a rien essayé. Je salue ça quand même. Sauf que moi, j'aurais aimé qu'on tente l'expérience des 2 arrêts obligatoires sur un circuit comme ça. Je veux savoir votre opinion, puis je vais commencer avec toi, François. Je sais que Singapour, pour toi, si tu me le dis, là, il y a un côté quand même émotionnel à côté de ça parce que Mhm. c'est ça qui t'a rattaché avec la Formule 1. Sauf que, aurais-tu aimé voir la FIA ou la F1 prendre la décision de dire, ah, ça n'a peut-être pas nécessairement donné ce qu'on voulait à Monaco, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnerait pas ailleurs, et d'y aller pour 2 arrêts obligatoires sur ce Grand Prix-là, ce type de circuit-là? Ben, je suis ouvert à l'idée parce que c'est bien de tenter des choses, puis je pense qu'on le sait pas tant qu'on ne l'essaye pas. Et puis tu l'as évoqué que ben, bon, on l'a essayé à Monaco et ça a été, bon, personnellement, je trouve que c'est une catastrophe parce Oui. que justement, ça permet pas les dépassements. Là, si on l'essaie à Singapour, puis je crois peut-être qu'ils vont l'essayer l'année prochaine, s'il y en a un qui décide de bouchonner le trafic, là, si on veut, s'il pourra pas bloquer la voie au complet. C'est assez large Singapour que cette petite stratégie-là de basse figure ne fonctionnera pas. Donc, je serais ouvert à ça et pourquoi pas peut-être mélanger ça avec euh, utilisation des trois gommes obligatoires, exemple. Tu sais, quelque Mhm. chose de ce genre-là. Donc, oui, je suis ouvert à l'idée parce que tout pour augmenter le spectacle. Tu sais, oui, moi, j'ai dit que j'aime Singapour parce que une petite émotion par rapport à ça, parce que c'est comme le premier Grand Prix de mon retour, mais ça aurait pu être n'importe quel autre Grand Prix, j'aurais probablement eu la même chose, mais c'est spécial, c'est beau visuellement, tout ça. Mais le spectacle, oui, il laisse un peu à désirer, donc je suis vraiment ouvert à l'essayer. Je suis d'accord avec toi, par exemple, pour le spectacle, là, même les voitures, je te l'ai dit vendredi, j'ai trouvé sublime. C'est un des moments de la saison où j'ai trouvé les voitures les plus belles parce qu'on a beaucoup d'aéros, les voitures sont grosses, les gros Mhm, ailerons, et puis après ça, les réflecteurs, puis tout ça, c'est super. La ville aussi, là, même s'il fait chaud, mhm. puis tout ça, c'est très beau, là, les bâtiments, puis tout ça, sauf que c'est ça, c'est le côté spectacle, c'est quand même pour ça qu'on ouvre nos téléviseurs, hein, on veut regarder une course. Donc, on a cette option-là, on a réussi à négocier avec les 10 écuries d'avoir la latitude d'obliger deux aéropuits. On a décidé de ne pas le faire là. Et moi, j'aurais vraiment aimé ça qu'on le fasse. De ton côté, Simon, est-ce que Singapour, pour toi, c'est le genre de circuit qui se prête à cette ouverture-là dans le règlement de dire on oblige les écuries au moins, parce qu'il y a toujours au moins un arrêt obligatoire, on le sait, parce qu'on force les écuries dans une condition sec à utiliser au moins 2 trains de pneus. Mais là, on les forcerait à arrêter au moins 2 fois. Aurais-tu aimé voir ça sur le circuit de Singapour? Je tergiverse depuis lundi là-dessus parce que quand je vous ai écouté, ma première réaction, ça a été de dire, ben, si on l'impose à Singapour, aussi bien l'imposer à plusieurs endroits, si c'est pas à tous les circuits, parce que c'est sûr qu'à la base, ça m'énerve de voir les pilotes se dire, ou les ingénieurs plutôt dire aux pilotes, roule dans tel temps, roule plus lentement, tu vas être capable de sauver un aéropuit. Tu sais, comme tout le monde, j'aimerais mieux voir des pilotes qui se défoncent constamment Mhm. plutôt que d'essayer de sauver un aéropuit. Ça réglerait-tu ce problème-là? Je suis pas convaincu. Mais je suis comme François, tu sais, je suis pas du tout fermé à ce qu'on laissait. Moi, je l'ai pas détesté, là, le Grand Prix qu'on a vu en fin de semaine. Je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'action. Il y avait une belle histoire. Norris a suivi Verstappen de près pendant presque tout le long. Mais c'est vrai que ça aurait pu pimenter davantage ce Grand Prix-là. Donc, je suis très ouvert à ce qu'on étende cette règle-là à d'autres Grands Prix, incluant Singapour, oui. De ton côté, Jean-Christophe, Singapour, tu trouves ça comment? Le tracé, je ne sais pas si tu le conduis en simulation. Moi, je le trouve intéressant à conduire, là. Je l'ai déjà eu, c'est sûr, moi, je fais pas des courses comme toi, là. Mais je le trouve quand même le fun, je le trouve technique aussi. Il est un peu moins avec les virages qu'on a enlevés. Mais le spectacle, là, tu sais, je te demande de mettre un peu les deux chapeaux, le chapeau du pilote, mais le chapeau de l'amateur aussi. Est-ce que tu l'aimes en tant que pilote, mais en tant qu'amateur, est-ce que c'est un spectacle que tu trouves qui manque un peu de piquant? Ben, il y a beaucoup de Grands Prix dans la saison qui, pas encore une fois, dû au fait qu'il y a seulement un arrêt au puits, qui sont moins pimentés que d'autres. J'ai trouvé à me trouver, comme Simon, c'est un Grand Prix qui était assez intéressant. Il y avait des choses à suivre tout au long. Pour un amateur, est-ce qu'il y avait autant de trucs à pouvoir suivre quand t'es pas si impliqué dans tout ce qui est les petites dynamiques? Peut-être moins, mais j'ai trouvé que c'était un Grand Prix intéressant, peu importe. Cependant, oui, il y avait des petites choses à se mettre sous la dent ici et là au fur et à mesure de la course, mais
L'autre truc que j'ai trouvé vraiment dommage, c'était à quel point il montrait des trucs comme les copines et les femmes des pilotes et des gens dans la foule au lieu de montrer de l'action alors qu'ils n'avaient vraiment du genre toute la remontée de Carlos Sainz ou le dernier tour avec Hamilton et Alonso là, qui rattrapait très rapidement Ouais. Hamilton, tout ça. Mhm. J'aurais aimé ça voir ça. Au lieu de ça, on avait des genres de grands plans de la foule ou des plans rapprochés des copines et tout ça. J'ai trouvé que pour ce, si c'était pas de ça, j'aurais même pas eu le commentaire de on aurait peut-être dû faire. J'aurais pas eu l'interrogation de savoir est-ce qu'on aurait dû faire quelque chose d'autre pour pimenter le Grand Prix. J'aurais trouvé que c'était un Grand Prix qui était, malgré les conditions préalables du fait que c'est un peu un circuit comme Monaco qui est difficile à dépasser, qui était quand même un Grand Prix où il s'était passé des trucs intéressants que je pouvais suivre tout au long. Donc, c'est vraiment plus ça là, qui me dérangeait, disons là. Ben, moi, je te dirais que le spectacle, oui, c'est pas été le pire Grand Prix de Singapour, je suis d'accord. Sauf que, à part le premier virage, puis après ça, on le voit dans une McLaren plus rapide où ce que Norris aurait probablement été capable de dépasser Verstappen, mais Verstappen contrôlait, était en gestion de pneus puisqu'il est parti entendre. Puis on jonglait un peu avec la même chose du côté de Norris, de dire, je veux attaquer, je veux aller gagner une deuxième position, mais en même temps, je dois contrôler, je dois gérer mes pneus, comme Simon mentionnait. C'est déjà, on entendait énormément d'ingénieurs donner des temps à leurs pilotes parce qu'on n'avait pas le choix, on avait une fenêtre et on savait que si tu sors de cette fenêtre-là, ben, tu vas tomber dans une stratégie à 2 arrêts, puis automatiquement, ben, on va finir dernier parce qu'il n'y a personne qui vise ça présentement. Moi, je trouve que Ouais. c'est une carte de plus. Ça met, quand on dit du piquant, c'est que ça donne un peu plus d'improbabilité, puis à ce moment-là, ça ajoute au spectacle. Je suis pas nécessairement dans la lignée de dire on fait ça partout. Parce que je pense qu'il y a des endroits que c'est quand même intéressant le fait qu'on peut jongler avec un arrêt, sauf qu'à cet endroit-là en particulier, puis il y en a d'autres là, sur le calendrier, j'aimerais en voir plus, voir cette stratégie-là s'appliquer. Je te dis pas qu'on le met puis c'est toujours là, on fait un test. Comme cette année, j'aurais aimé ça parce qu'on l'a déjà fait à Monaco. Fait le test, on regarde ce que ça a de l'air. Parce qu'il y a aussi, j'ai envie, parce que tu as touché un sujet intéressant aussi, Jean-Christophe, on va l'emmener plus tard. C'est les commentaires de Carlos Sainz justement sur ce qu'on nous montre à la télévision. Puis je sais que François, c'est quelque chose qui le touche beaucoup aussi, même dans Ah, ses courses. Ouais. Je sais que ça, c'est Seigneur. c'est personnel pour François, ça Oui. aussi, c'est un sujet-là. Fait qu'on va en venir un peu plus tard, là. Carlos Sainz, ses déclarations qui dit qu'on nous montre pas tout à la télévision parce que c'est vrai, ça a un impact dans le spectacle, Jean-Christophe aussi. Tu sais, je me rappelle Miami, la première édition, tout le monde avait trouvé que c'était pas un super Grand Prix. Puis après ça, j'avais vu dans les statistiques, c'était un des Grands Prix qui avait eu le plus de dépassements dans la saison. C'est juste qu'ils nous les avaient pas montrés à la télévision. Fait que c'est sûr que c'est dur de se faire une idée sur un spectacle si on le voit pas. Fait que c'est Singapour en fin de course. Je comprends, on jonglait un peu parce que d'un côté, on a McLaren qui remporte le titre constructeur. On veut montrer la célébration, mais t'as encore des pilotes, t'as encore des bagarres en piste qui sont très intéressantes avec Alonso à Hamilton, justement, ou t'avais Carlos Sainz aussi qui a fait une remontée, mais qui n'était pas à la télévision du tout. Donc ça, je comprends ça, ce scénario-là. Puis si tu fais bien d'en parler, Jean-Christophe, parce que ça fait partie aussi de l'élément spectacle. Si on monte pas les bonnes images à la télévision, on peut être un peu, on nous envoie un peu en erreur. On a l'impression qu'on n'a pas eu une si bonne course que ça. Puis après ça, dans le fond, quand tu réécoutes toutes les reprises puis tout ce qui nous est donné après, tu mets tout ça ensemble. Tu t'as pas si pire cette course-là. C'est juste qu'ils nous l'ont pas montré en direct. Ouais. Il a fallu se débrouiller un peu nous autres mêmes pour aller chercher ce qui manquait. Pour clore ce sujet-là, on va faire ça rapidement. Si je vous demande, admettons qu'on décide que Singapour, je pense que tout le monde est d'accord, là, que Singapour, on l'essaierait de dire on met 2 arrêts. Est-ce qu'il y a d'autres grands prix qui vous viennent en tête ou est-ce qu'on devrait faire ça? Parce que oui, Monaco, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on va le réessayer l'année prochaine? J'en doute, mais on l'a essayé. Moi, je pense que la raison pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a Abu Dhabi qui s'en vient en fin de saison. Puis Abu Dhabi, c'est le genre d'endroit qui donne le même type de spectacle où ce que t'as- tout le monde essaie de faire juste un arrêt. On l'a vu l'année dernière. Carlos Sainz, il arrête, il veut aller rechercher les McLaren, mais il peut pas parce que s'il pousse trop, il manque de pneus à la fin puis il commence à perdre du temps. C'est ce qui est arrivé. Carlos Sainz a tout donné l'année dernière, a sorti avec sa Ferrari, a poussé comme un malade pour aller chercher les McLaren. Finalement, en fin d'épreuve, il s'est quasiment fait rejoindre par Charles Leclerc qui partait là, dans les dernières positions à cause qu'il y avait eu une pénalité puis tout ça. Ça montre ce que ça fait, c'est que si tu respectes pas la stratégie que tout le monde fait, des 2 arrêts, ben, tu deviens vulnérable en fin d'épreuve. Donc, c'est par la force des choses, parce que tout le monde fait ça, on n'a pas le choix de se régler vers là. Moi, à Abu Dhabi, là, c'est le genre d'endroit où, si vous me demandez, moi, je l'entoure en fin d'année où j'aimerais on rattrape la balle un peu puis qu'on dit, dernier Grand Prix de la saison, on va le faire à 2 arrêts obligatoires, puis on pourra avoir une meilleure lecture l'an prochain
ce qu'on fait avec ça. François, est-ce qu'Abu Dhabi serait sur ta liste ou tu as d'autres Grands Prix que tu voudrais voir cette règle-là s'appliquer? Je dirais oui pour Abu Dhabi. Et s'il y a d'autres grands prix, ben, je peux cibler, exemple. Ben là, Imola ne sera plus là, Non, mais ce sera ça plus aurait là. pu Oui. en être un. La Hongrie, Mhm. également Zandvoort, que là, il va être à leur dernier Grand Prix l'année prochaine. Mais Simon a marqué un point tantôt. Tant qu'à le faire à un, pourquoi pas le faire à tous les Grands Prix? Puis je rajoute encore la règle d'utiliser peut-être les trois gommes, là. Fait que ça pourrait apporter, tu sais, mettons, un plus un pourrait peut-être donner un bon résultat. Mais encore une fois, ça prend de l'échantillonnage. Il faut l'essayer pour voir si ça se prouve être Une comment dire, solution. une solution. Tu sais, Mhm. il y a des courses qui sont vraiment enlevantes tout le temps. Le Vegas, on l'a vu, ça donne des bons grands prix. Évidemment, le Oui. Brésil, à chaque année, ne déçoit pas. Spielberg, c'est pas des circuits qui ont besoin de ça, mais tu sais, au nom de, on va dire, au nom de la constance, si on veut, là, euh, pourquoi pas l'implanter partout? Les trois gommes, ton idée, j'ai l'impression que ça sera jamais adopté à cause qu'on veut couper. C'est sur l'empreinte Ah oui, carbone, le oui, je déplacement. vois. C'est Ouais, ça, mais de toute façon, tu sais, ils en font des Ils gars, les mais emmènent déjà sur les c'est circuits. ça, ils les détruisent après. Ils peuvent, tu sais, je veux dire, ils Oui, recyclent pas pour le Grand Prix d'après. Donc, mais il y a. ils ont réduit le nombre de pneus pour tu sais, les Mhm. sprints et ces affaires-là. Fait que j'ai de la misère à dire on va donner plus de pneus. Ben, écoute, ton idée est peut-être aussi bonne. Là, c'est juste que j'essaie de me mettre dans les souliers on essaie de couper le nombre de pneus, les week-end sprints, on limite les pneus qu'on peut utiliser en qualification. Fait que de commencer à dire faut vous garder trois pneus pour la course, à moins qu'on dise ben il va falloir que tu t'arranges avec des trains qui sont déjà Ouais, ben oui, peut-être utilisés qu'avec ce là. qu'ils ont déjà, ça va Hmm. marcher, là. Je veux C'est dire, Mais ce ça. que je crains, c'est si de vous gérer, là. permettez, c'est Oui. Oui. que, admettons, on ramène la fameuse C6 là, qui, selon Verstappen, ne vaut rien. Mais là, on Ouais. verrait une panoplie d'arrêts au dernier tour pour aller mettre la C6, puis ça ne changerait pas grand-chose. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est Pour la que C6, probablement, oui. ouais, la C6, elle est pas la solution partout. C'est pour ça qu'on l'a pas, on Mhm, l'emmène pas partout. Comme Singapour, on s'en est parlé, François, vendredi, dans notre mhm, épisode Votre Guide. Il fait trop chaud. La mhm. C6, elle serait elle se défraie avant S'évapore, même on dit qu'elle ouais, s'évaporait c'est avant ça, le. avant même qu'elle mette sur la voiture. Ton côté, Simon, moi, je pense que Moi, c'est sûr. tu le Vas-y, mets vas-y, partout. termine. Non, non, ce que je comprends, toi, c'est que tu mettrais ça partout. On se casse pas la tête de dire, si on est pour mettre cette règle-là, on n'essaie pas, là, comme on a fait un peu mettons, de le mettre à un peu d'endroit puis de voir si ça fonctionne. Toi, tu serais prêt, mettons, de dire en 2026, on y va all-in, si vous permettez l'expression, de dire, on le fait Mhm. ou on le fait pas. Tant qu'à le faire, on le met partout. Ben, ça, je serais prêt à essayer ça, oui. Mais tu sais, si la FIA décide d'y aller par étapes, puis qu'elle veut l'essayer sur 6 ou 7 ou un certain nombre de grands prix avant de l'instaurer partout, tu sais, je suis tout aussi ouvert parce que, comme tu as dit, ça permettrait de faire des tests. Fait que c'est sûr que dans ma liste, oui, j'ai Singapour. J'ai pensé à la Hongrie, puis je me suis rappelé que j'ai beaucoup aimé la course cette année, moi, avec Norris, qui allonge son passage sur des pneus durs, là, qui est resté quasiment jusqu'au Mhm. 40e tour, puis que ça lui permet de revenir devant Piastri. Puis je veux pas qu'on perde cet aspect stratégique-là. Donc, personnellement, je ne l'ai pas mis. Mais Miami, là, je vais peut-être vous surprendre, mais l'Arabie Saoudite, je pense qu'au Japon, on en aurait beaucoup besoin, même si c'est un beau circuit. Mhm. Qatar, puis évidemment, tu l'as dit, Abu Dhabi. Partout où les murs sont proches, Ouais. pratiquement, en ajoutant le Japon. Abu Dhabi, c'est ça. Moi, Abu Dhabi, c'est une Ah, problématique année après c'est un année. must, là. Les gars, ils peuvent pas Ouais. pousser. Mais j'aime le point que tu as apporté, Simon, parce que c'est vrai que c'est un art, hein, d'être capable de ménager ses pneus. Fait que c'est vrai que si on dit, ben, tout le monde, vous allez à la limite des pneus, vous allez les changer de toute façon, les pilotes qui sont capables de se créer un certain avantage parce que, justement, ils ont cette expertise-là de contrôler leur pneumatique et de bien gérer ça, ben là, c'est un peu, tu viens leur enlever ce qu'ils font de bien, puis un peu niveler le terrain avec ceux qui ont peut-être un peu moins de succès à faire ça. J'aime ce que tu apportes. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là que tu voulais aller, Simon, Oui, mais en tout c'était cas, exactement ça. ouais, Je ne veux pas perdre ça parce que moi, personnellement, j'adore ces grands prix-là. Cette année, Norris l'a fait, puis Leclerc l'avait fait à Monza l'année passée, puis oui. je trouve que ça donne des superbes courses. Puis souvent, en fin de Grand Prix, ben, tu as quand même des courses relativement serrées où tu vois qu'ils sont sur deux types de pneumatiques différents, puis tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est toujours difficile pour la personne qui est sur des pneus plus usés, mais qui réussit à garder la tête puis à garder les voitures derrière elle. Donc, tu sais, ça ajoute quelque chose à la course. Ça serait plate de perdre ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis.
C'est comme à Spa, là, même George Russell, même s'il avait été disqualifié, t'as raison que ça avait donné un bon Ah, magnifique. spectacle. Ouais, C'est c'est ça. ça. Lui, il avait réussi Excellent. à rester devant Hamilton, mais à user ses pneus jusqu'à la fin. Ben, j'aime le point de ta part parce que c'est vrai qu'il faut pas perdre ça. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être plus tendance à me ranger dans le sens de dire pour certains grands prix, mais on le fait pas partout. Puis t'as raison de dire en Hongrie, ben on en regarde ça, on fait attention. C'est pour ça que j'aimerais voir qu'on pousse un peu le laboratoire un peu plus loin du côté de Mhm. la F1, du côté de la FIA, de voir. J'espère qu'on va pas juste dire on l'a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné parce que Monaco, c'est pas c'est rien d'autre de pareil. Il n'y a rien qui est comme Monaco. Donc ça veut pas dire que parce que ça n'a pas fonctionné là, que ça pourrait pas rendre service au spectacle à des endroits comme Singapour et Abu Dhabi. Jean-Christophe, tu touchais on va le devancer, je l'avais un peu plus loin. Tu touchais le sujet tantôt, les images à la télévision. Je trouve ça intéressant. Puis on sait que tu n'appartiens pas au même groupe d'âge que moi, que François. De toute façon, on n'est même pas dans le même groupe d'âge, ni un ni l'autre, fait que c'est le fun. Mhm. De ton côté, les images qu'on monte à la télévision, parce que j'entends beaucoup Stéphano Dominicali parler, on veut atteindre les jeunes, on travaille, on va aller chercher les jeunes, les jeunes, les jeunes. Toi, à ton âge, voir la blonde de Carlos Sainz pendant une course, est-ce que ça t'intéresse ça ou tu t'en fous pas mal? Ben, autant que elle n'est pas vilaine à regarder, on va tout s'entendre. Je peux la voir quand je veux sur son Instagram. Je Oui, peux c'est vrai. très bien faire ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend de mon temps que je prends déjà à regarder une course pour me montrer? Je sais, elle ressemble à quoi, c'est bon, on peut regarder d'autres choses et des choses justement qu'on manque. En montrant sa blonde, on montre qu'est-ce que son copain ne fait pas sur la piste. Ou on le montre pas plutôt. On manque qu'est-ce que Mhm. son copain fait sur la piste. C'est un petit peu un non-sens. Donc, oui, on va atteindre les jeunes, mais encore une fois, c'est pas en montrant en faisant des divergences, des diversions d'attention. Ah, regardez, c'est la blonde à Carlos Sainz, c'est là. Regardez, c'est la blonde à Charles Leclerc. Regardez comment elle est belle. Regardez, c'est la Ouais. blonde à Lando Norris. Elle est encore là. Tu sais, on s'en fout complètement. Moi, ça me ferait pas faire comme, oh my God, je vais regarder le Grand Prix de F1. Ah, je me mets dans la peau de quelqu'un là, qui est quelqu'un de ma génération et qui est sur la clôture d'être intéressé ou un peu indécidé de savoir s'il aime ça ou pas. Je vais pas regarder mettre le Grand Prix en me disant ah, tout d'un coup, qu'ils vont montrer la blonde à un tel. Ou la copine, désolé, tout d'un coup, que les gens comprennent pas nos expressions québécoises. Tout d'un coup, qu'ils montrent la copine d'un tel. Ça me fait pas allumer la télé plus. Je vais regarder la course si je veux regarder la course et vice-versa. Donc, ça, c'est mon, c'est mon point là-dessus. Ben, puis moi, je partage ce que tu dis. Puis même Carlos Sainz, je trouve qu'il a été bon joueur dans ce qu'il a dit. Je pense qu'il a été dérangé le fait qu'on a montré que sa blonde a apparu plus souvent à la télévision ou sa girlfriend, parce que je pense Littéralement. qu'on va voir ça Ça, plus souvent. Mais je pense qu'il est content parce qu'il y a quelques années, rappelez-vous, ça avait fait une histoire parce que il avait montré un partenaire d'affaires de Carlos Sainz, puis c'est un homme, puis ça avait écrit partner. Puis là, le monde pensait que Carlos Sainz, Oh, ouais, oui. Oh, ça avait fait toute une histoire. Puis là, OK. ils font attention avec ça. Mais de voir l'entourage, ça ajoute. Je pense qu'il y a des moments pour ça, mais je pense que c'est comme dans tout. Trop, Dans c'est un comme moment pas. tense, peut-être. C'est ça, Peut-être trop, il y a une bataille qui est vraiment en course et c'est Mhm. très enlevant, ça fait partie de la narrative de la course. Et là, on montre la personne qui est en train de réagir à ces affaires-là. Oui, peut-être, mais pas juste pour sortir du contexte de la course. Ça, je te laisse continuer. Non, ben, le prochain à parler de ça, c'est François, parce que je suis sûr qu'en ce moment, il tape du pied puis il en je shake chez lui. grogne. Il est en train de grincher des dents. Non, c'est ça. Je le sais, François, personnellement, c'est pas la faute de où ce que tu courses mais ça t'est déjà arrivé, tu m'as déjà partagé ça, puis j'espère que je te mets pas dans le trou en disant, je pense que Non, non. il n'y a pas de cachette, mais que tu as déjà été impliqué dans des bagarres incroyables, que tu as été Mhm. obligé toi-même d'aller chercher l'extrait et la remettre sur tes réseaux sociaux pour me la montrer ou la montrer à quelqu'un, parce que j'ai déjà regardé tes courses puis ces choses-là, puis tu disais, écoute, Martin, as-tu vu à la fin? Non, je t'ai pas vu. Là, tu montrais, puis là, ben, finalement, je voyais la meilleure bagarre de la course que j'ai pas vue parce que ça n'a pas été montré. Donc, je sais que pour toi, en tant que pilote, c'est quelque chose qui vient vraiment, vraiment te chercher. Donc, j'imagine que tu comprends exactement ce que Carlos Sainz veut dire. Toi, c'est pas parce qu'on monte ta blonde pendant que tu cours, mais c'est parce qu'on monte du monde qui sont même pas impliqués dans des bagarres pendant que toi, tu te Mhm. démènes puis tu donnes ton 110% à l'arrière, là. Ben, À l'arrière ou à mettons, l'avant, là, mais ouais. mettons qu'on parle de ce genre d'événement-là, c'est sûr que lorsqu'on fait des courses de sim racing, si on a des belles bagarres, c'est le fun de voir que ça peut donner un spectacle à des gens. Tu sais, j'ai toujours ce bon vieil Mhm. effet moi, j'aimais bien Gilles Villeneuve parce qu'il aimait ça aller roue dans roue avec des gens. Fait que si on se bagarre roue dans roue, puis qu'il y a du respect, puis que ça fait une belle bagarre, et qu'on monte des pilotes seuls à rouler et qu'il n'y a pas d'événement,
Là, je ne comprends pas. Je comprends toutefois qu'on peut montrer la bagarre à l'avant parce qu'elle est plus importante. Il y a plus d'enjeux qu'une bagarre, mettons, de milieu de gré. Et ça, c'est arrivé à quelques fois et ça, je ne m'en offusque guère. Par contre, c'est déjà arrivé qu'on s'est battu incroyable dans une place très difficile et on se battait pour la première position et on était en train de montrer la septième position qui faisait rien du tout et on a manqué encore une fois l'action. Donc ça, c'est des choses qui me sont arrivées dans les courses de sim racing. Mais dans le même ordre d'idée, que ce soit en F1, que ce soit en NASCAR ou peu importe la série, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça arrive souvent qu'en fin de course, on va montrer le vainqueur qui franchit la ligne d'arrivée tout seul, comme un grand, mais pendant ce temps-là, il y a une bataille incroyable pour la quatrième, pour la huitième, ne serait-ce que pour la 15e position, mais il y a une belle bagarre plus loin. Et on montre le vainqueur arriver, tout le monde est heureux. Pourquoi pas le montrer dans une petite mortaise, peut-être en haut, et garder le grand écran sur l'action? Parce que c'est arrivé souvent que ils se battent là, puis là, il y a des points de championnat en jeu, mais là, oups, on voit le vainqueur. Ouais, mais la bagarre, s'il vous plaît, la bagarre. Et on ne la voit pas, puis là, finalement, on vient de manquer un 15-20 secondes d'action euh, qu'on récupère pas, là. Donc, moi ça me fend tout le temps d'avoir affaire à des réalisateurs qui ne prennent pas ça en compte parce que c'est facile maintenant avec la technologie qu'on a, est un peu allumé. Le vainqueur en mortaise qui franchit la ligne et les bagarres intéressantes à l'écran principal. À tous les coups que ça arrive, je suis comme non, montrez autre chose. Je suis dans mon salon puis je capote. Mm. Ben, Simon, je sais que tu consommes beaucoup de sport, toi aussi. Oui. C'est un problème qui n'est pas juste à la F1, hein. Les partisans de NFL ont fait une Taylor Swift aiguë là, Ah. dans les dernières années. On fait un peu la même chose, hein, du côté même le plus gros produit sportif sur la planète. Les Européens ne sont peut-être pas d'accord parce que le soccer est très populaire là-bas, mais quand même, la NFL, c'est toute une machine de marketing. Puis on fait la même chose. Puis la F1, j'ai de la misère à croire qu'on copie pas un peu des modèles comme ça, comme la NFL, parce que tout le monde se base un peu sur ce qu'on fait. Et puis on monte Taylor Swift à toutes les fois parce que c'est la copine de Ouais. Travis Kelce. Et là, on dirait que du côté de la Formule 1, on s'est dit, on va commencer à faire la même chose. Sauf que moi, ce que je trouve, tu sais, dans le temps, je me rappelle, Lewis Hamilton sortait avec Nicole, ouais. Nicole Scherzinger, là. Excusez-moi si la prononciation. Scherzinger. Pussycat Ouais, en tout Dolls. cas, la fille des Pussycat Dolls, en tout cas. Ouais. Puis, cette fille-là, il sortait avec, c'est une vedette, OK? Fait que, Mhm. je me dis, moi, je suis pas capable de prononcer son nom, mais c'est une vedette pareil. Mais quand même, on la montrait parce qu'on se disait, on va aller chercher d'autres mondes. Sauf que là, on nous montre des gens qui sont pas des vedettes. On nous montre juste, tu sais, le titre, c'est simplement copine de Carlos Sainz. Ça fait sûrement quelque chose, sûrement un emploi, mais Modèle. Il y a des Souvent, c'est mannequins, ça. elle est Rebecca mannequin. Ouais, Donaldson, OK. ouais. mannequin. C'est ça, mais ils sont tous mannequins. Ouais, c'est ça, rendu là. Ou La plupart. elles le deviennent de par leur apparition à la F1. Ouais. Je te dirais qu'il y a un bon 80% des jeunes femmes sont mannequins aujourd'hui, là. C'est un Mhm. titre facile à aller chercher. Mais en Mhm. tout cas, tout ça pour dire, elle, on la montre constamment à la télévision. Et c'est pas un peu un problème que la NFL fait aussi? Est-ce que ça t'agace, toi, de voir ça? Ben, petit intermède là, sur ce que la NFL fait. Moi, c'est sûr que ça, à quelque part, ça marche parce que je vis avec trois femmes, là, une âgée, deux Ah! petites filles. Mhm. Puis ils n'arrêtaient pas de me demander si l'équipe de Taylor amène, si tu l'équipe de Taylor qui joue, on va-tu voir Taylor? Ah, À tel point Ouais, que elle c'est est Est-ce comme que rendue Taylor a fait un propriétaire. touchdown? Ouais, c'est ça, mais je constate que ça fonctionne. Sauf que ce que je leur disais, c'est Ouais. que si tu écoutes un show de Taylor Swift, qu'on monte sans arrêt Travis Kelce en disant c'est le Ah chum non. de Taylor Swift, voici le joueur des Chiefs de Kansas City, vous seriez offusqué. Alors, Ouais, c'est un peu ça que, c'est un tu bon sais, je exemple, oui. pense il y a une différence de traitement parce qu'évidemment, on n'avait pas le droit de s'offusquer, de dire on la voit un peu trop, tu sais, Taylor Swift, on le sait qu'elle est là, c'est correct. Alors, pour ce qui est des courses de F1, c'est l'américanisation de la diffusion des courses parce que, écoute, depuis que je me souvienne, puis je sais, là, j'en ai moins écouté ces dernières années, mais François, tu pourras me corriger, ou Jean-Christophe, mais en kart, on fait ça depuis des lunes, là. Voici la conjointe du Ça, tel c'est pilote vrai, qui oui. mène les 500 000 d'Indianapolis. Elle se ronge les ongles. Mais Ah au oui. moins, elle se En ronge les NASCAR, on ongles. le voit tout le Pas temps, juste là. là, en train de se morfondre puis On va dire même ça les finit interviewer bientôt. aussi. Mhm. Oui, c'est ça. Ouais, on va même les interviewer des fois pas en championnat, Mais en on va aller championnat. chercher de l'émotion. Puis c'est de Ouais. l'émotion que, tu sais, que ces filles-là, femmes-là, transmettaient selon ce qui se passait en piste. Puis donc, tu sais, ça racontait une partie de l'histoire. Là, on nous montre des mannequins qui sont poignés dans le fond du paddock, Pas derrière un d'émotion. cordon, puis ils peuvent Mhm. pas bouger. Fait que c'est pas Ouais. pareil. Puis souvent, Puis, ils n'ont même pas d'émotion. Tu sais, je comprends qu'il y en a oui, qui sont. exactement, c'est C'est ça. ça.
Tu sais, la blonde à Lando Norris, là, des fois, je me demande si Ah, elle est vivante, s'il y a un pouls, ça parce y qu'il y a tente-tu d'être là? On c'est dirait pas. ça. Elle a l'air Ouais. d'avoir été kidnappée la veille. Mais on regarde ça, puis en tout cas, moi, c'est ça, ce côté-là. Le côté émotif, tu sais, des fois, on voit les parents, les larmes aux yeux, la première Ouais. victoire. Ça, j'ai La pas mère à de, Lando, c'est ça. c'est Ça, pas j'ai pire. pas de misère avec ça parce que je pense que c'est important. C'est important dans le sens que du sport, c'est de l'émotion, puis c'est ça qu'il faut mettre. Mais là, tu sais, j'ai goût de revenir à ce que j'ai dit tantôt. Trop, c'est comme pas assez. Là, je pense qu'on a peut-être abusé un peu. C'est vrai que des Ouais. fois, il y a des plans, on revient quasiment sur la blonde à Charles Leclerc, la blonde à Charles Leclerc, la blonde à Charles Leclerc. À un moment donné, tu nous l'as montré une fois, on peut passer à autre chose. Quand il y a des Ouais. vedettes, quand il y a des vedettes dans les paddocks, là, un Roger Federer, je sais pas moi, le cuisinier qu'on voit souvent, là, j'ai toujours son nom en tête, puis là, il me sort pas. Gordon Là. Ramsay. Gordon Ramsay, c'est ça. Quand on voit des fois des personnalités comme ça à certains moments, moi, ça me dérange pas. Mais je pense que la ligne qu'il faut pas transgresser, c'est justement la ligne de la NFL où ce qu'on voit beaucoup trop Taylor Swift, où ce qu'on voit beaucoup trop quelqu'un qui a pas rapport dans le spectacle à la longue. Tu nous l'as montré, elle est là, on le sait, c'est assez. Mais je pense que la F1 doit faire attention justement de pas tomber Mais là-dedans, de le savez-vous faire de qui la on bonne n'a pas façon. vu, qui on n'a jamais vu? À La un Grand blonde Prix. à Yuki Tsunoda. Oh! Il y en a, Tu il y en prends pas a-tu des une? Man, je rumeurs, ne là, sais pas Simon. comment elle se sent pendant les courses, on ne le sait pas. Y en a-tu une? Bonne question. Je sais Pas, pas. ouais, mais à un moment donné, il y a peut-être un producteur qui va trouver quelqu'un qui va dire partner. Ça va Ouais. partir une grosse histoire. Mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu. On n'a jamais vu. Lance Stroll, je pense Non qu'on l'a plus. déjà vu une fois, mais Ah oui. ben, peut-être que l'a Ben, déjà on vu voit quelques sa Il change famille à souvent, Lance sa Stroll. Stroll. sœur, ouais, C'est mais souvent sa sœur qui est là, donc, mais j'ai jamais vu de blonde à Lance Stroll. Personnellement, là, au ballon, non, je l'ai ça se pas vu. peut. Ouais. Ça se peut, c'est ça. Fait que l'année prochaine, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va se faire une carte de bingo. Puis lorsqu'on voit une blonde d'un joueur, on va la cocher. Puis le premier qui va remplir sa carte bingo, ben ça sera ça le concours. Là. On fera quelque chose Ouh. comme ça. Je vois que ça vous intéresse beaucoup. François, il a hâte. Je suis certain que François, il a hâte. Bon, ben, en tout cas, fait que ça pour dire, c'est ce qui conclut notre sujet potin et visibilité à la F1. Je voulais en parler avec vous parce que je pense que c'est important. Carlos Sainz l'a quand même mentionné, ça l'a irrité, puis c'est un pilote, puis c'est pas lui qui écoute les courses. Je me suis dit, moi, des fois, ça me dérange, mais jamais ben, tu sais, jamais à ce point-là, mais j'étais curieux de voir ça, puis surtout d'avoir le point aussi de Jean-Christophe. Je pense qu'il a bien résumé la situation. Si on veut voir la famille d'une personne ou l'entourage avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est capable de tout avoir accès à ça si ça nous intéresse. On n'est pas obligé de nécessairement se le faire imposer pendant une course de Formule 1. Un autre sujet que je voulais adresser avec vous, messieurs, aujourd'hui, c'est les sans contrat. Il y a encore des pilotes qui n'ont pas de contrat pour la saison prochaine. Ça a fait beaucoup parler depuis le début de la saison, on le sait. George Russell, qui est toujours rien du côté de Mercedes, Kimi Antonelli, son coéquipier, Yuki Tsunoda chez Red Bull, Liam Lawson chez Racing Bulls et Franco Colapinto non plus. Je n'ai pas mis Isaac Hadjar parce qu'Isaac Hadjar a un contrat l'an prochain. Il y a un contrat Red Bull. Puis de la manière que ça fonctionne dans cette écurie-là, c'est qu'on peut l'envoyer où ce qu'on veut. On peut l'envoyer en haut ou en bas. Donc, pour moi, il ne fait pas partie de ces 100 contrats. Il sait qu'il va courir en F1 l'année prochaine, non seulement par ses performances, mais aussi par ce qu'il a de côté contractuel. George Russell, je l'écoutais parler de ses négociations de contrat. Il a dit ça allait pas mal dans le sens de ce qu'on a déjà raconté ici, toutes nos discussions qu'on a déjà eues. Russell mentionnait, je veux un contrat qui est bon pour les deux parties. Donc, du côté de Mercedes, Toto Wolff a mentionné, ben moi, je lui offre un contrat 1+1. C'est à l'image de ce que Mercedes fait depuis des années. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est ce qu'on faisait avec Valtteri Bottas, avec un pilote numéro 2. Et là, George Russell, qui a des performances de pilote numéro 1, a encore une belle victoire en fin de semaine. Il est le leader de cette écurie-là. Il connaît, Simon va être d'accord avec moi, l'une des meilleures saisons de sa carrière, si c'est pas la meilleure, c'est la meilleure version de George Russell. Pour moi, c'est une évolution. On voit qu'il n'a pas atteint son Exact. plafond encore. Il est encore en développement, mais il continue de montrer qu'il peut être encore meilleur et c'est ce qu'il fait cette saison. Par contre, il n'a toujours pas de contrat. Il négocie fort, non seulement pour ne pas avoir l'année d'option, parce que l'année d'option, c'est Mercedes qui l'a. Donc, 2026, on le sait, Russell reviendrait dans l'écurie et 2027, ça serait Mercedes qui pourrait décider s'il revient ou il ne revient pas. C'est ce que Russell veut changer. Russell veut de la sécurité d'emploi, il veut de l'argent, mais il veut aussi
forcer Mercedes à se commettre, que si jamais on décide d'opter pour Verstappen en 2027 ou de retourner là, vers là, ben au moins à ce moment-là, George Russell pourrait être compensé non seulement de façon monétaire, mais aussi de pouvoir dire, ben moi, je vais garder le volant, je vais quand même rester là ou avoir un volant avec vous, en tout cas. Je pense que c'est de bonne guerre du côté de Russell. Par contre, d'un bord ou de l'autre, Mercedes n'a pas d'autre option que d'aller avec Russell, puis Russell n'a pas d'autre option que d'aller chez Mercedes l'an prochain. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre? Ben, on en a parlé souvent, on ne le sait pas, ça traîne, on ne pense pas à se rendre à la moitié à la saison morte là-dessus, mais ça s'étire beaucoup. Mais ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, si j'enlève George Russell et Kimi Antonelli, vous allez me trouver plate, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, je les enlève de l'équation. Kimi Antonelli, George Russell ne sont pas dans l'équation. Entre Yuki Tsunoda, Liam Lawson et Franco Colapinto, je vous donne l'opportunité d'en sauver un. De dire qu'il y a un de ces pilotes-là qui mérite absolument de garder un volant en F1 l'an prochain. Vous choisissez lequel. Je commence avec toi, Simon. Entre les trois, Liam Lawson. Choisis Liam Lawson. Yuki Tsunoda s'en va à la maison. Ça veut pas dire Ah, qu'il a pas bye le droit. bye. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il a pas le droit de revenir, mais l'an prochain, toi, t'es prête à vivre avoir une F1 sans Tsunoda. Écoute, ben, je pense que c'est ça qui va arriver de toute façon, donc oui. Oui. Ah, il est sûr de son choix. Ben, ouais, je pense que c'est ça. Lawson, moi aussi, je pense que c'est fait. Je comprends pas pourquoi on le signe pas. Je pense qu'on veut, je sais pas, on veut lui mettre un stress. On fonctionne comme ça chez Red Bull. Ton côté, Jean-Christophe, si tu as la chance d'en sauver que un, je t'enlève Russell puis je t'enlève Kimi Antonelli. Il te reste Tsunoda, Lawson ou Colapinto, tu sauves qui? Moi, je vais aller dans le même sens que Simon. Moi aussi, j'ai pas. J'ai une mini 47 de Tsunoda, malgré que c'est un excellent pilote. C'est ça, ce qui t'a démontré, ce qui t'a pas démontré chez Red Bull pour toi, c'est assez pour dire qu'il doit passer son tour l'an prochain. S'il revient, tant mieux. S'il revient jamais, ben, on le verra dans une autre série avec Honda, là. Ouais, c'est ça, il est un petit peu. Il me laisse un petit peu indifférent. Mais ouais, C'est ça. Lawson, malgré son début de saison un petit peu médiocre, j'ai l'impression qu'il y a plus à offrir. Ouais, on n'a pas tout vu de Liam Lawson encore, même si ça a été un week-end vraiment difficile à Singapour. Puis en plus, là, c'est comme son Grand Prix à la maison hein, pour lui, parce que quand il était jeune, c'est le Grand Prix qui est le plus proche de chez eux, de la Nouvelle-Zélande. Et je me rappelle même quand la première fois qu'il est allé à Singapour, il dit c'est le Grand Prix que j'ai conduit le plus sur les simulateurs, un peu comme nous, là. Pour moi, c'est le circuit Gilles Villeneuve, je sais pas pour vous, mais c'est toujours le circuit qu'on conduit le plus, qu'on connaît le plus. Mais en tout cas, ça pour dire, lui, Singapour, j'ai été surpris, là, ça a été deux accidents, un accident en L2, L3 ensuite. Ça n'a pas été le meilleur week-end pour lui. Mais pour toi, Lawson mérite une autre saison à F1. On n'a pas tout vu le Liam Lawson encore, là. Oui, exact, exact. Ton côté, François, est-ce que tu vas avec la tendance Simon Bachin et Jean-Christophe Train? Est-ce que tu sauves Lawson aussi? Ben, c'est pour ça que j'aime ça m'entretenir avec ces gars-là, c'est qu'ils sont d'une rationalité sans borne. Ouais, c'est Lawson, moi aussi, que je sauverais parce que c'est sûr qu'il n'a pas eu le meilleur départ d'année. Ça n'a pas été facile, l'histoire de Red Bull, tout ça, mais il commence à prendre du poil de la bête. Et ce qu'on avait vu de Lawson, surtout l'année précédente, quand il avait amené la bagarre à Sergio Perez, je crois que c'était au Mexique en plus, Oui. c'était vraiment extraordinaire. Il montrait du chien, il montrait quand même beaucoup de capacité de dépassement en piste. Donc, tu sais, comme on l'a dit, Tsunoda, ben, ça fait longtemps qu'il est là, Tsunoda. Un peu Il a eu comme sa chance, JC, là. c'est ça, il me laisse indifférent un Ouais. peu. C'est un pilote de Grand Prix décent, mais sans pluie, pas tant excitant. Colapinto commence à montrer plus de résultats, puis on aimerait ça le garder juste pour que tu puisses prononcer son nom. Mais t'as rien qu'à dire que tu t'ennuies toujours de Franco Colapinto à chaque émission s'il n'est plus là, puis tu vas pouvoir continuer à le prononcer. Ah, Mais je vais trouver des moyens. Ouais. c'est ça. Mais pour le spectacle en piste, non, Lawson, sérieusement, je pense qu'il mérite qu'on gratte un peu plus là, sous la carapace pour voir un peu là, ce que ce pilote-là est capable d'offrir. Tu mentionnais le Mexique, Lawson, qui avait été très insistant auprès de Sergio Perez. Même, il y avait Mhm. eu un doigt d'honneur, hein, si je me rappelle bien, qui s'était donné à Oui. ce moment-là. Puis ça m'avait fait rire parce que dans la série Drive to Survive, il avait été convoqué chez Red Bull pendant la semaine qui suivait, un peu pour lui expliquer que ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne, t'as été trop insistant puis toutes ces choses-là. Mais la même journée, on lui a donné un contrat puis on lui a dit qu'il serait pilote Red Bull l'an prochain puis on avait fait les Mhm. photos. Fait que c'était un peu, on a parlé des deux côtés de la bouche, autant qu'on a dit, oh, on n'aime pas ça, on veut pas voir ça, mais dans le fond, on était très content de voir l'agressivité puis de voir la bataille qu'il pouvait donner. Fait que tu fais bien de pointer ça, François, parce que c'est vrai que autant que ça a pas été, ça a laissé personne indifférent, cette bagarre-là, il a quand même montré qu'il y avait du chien puis il y a des gens qui recherchent ça.
D'ailleurs, moi, là, si j'avais des pilotes à engager, j'aime ça, des pilotes qui ont un esprit, qui ont de la combativité. C'est des choses que je reprochais dans le passé à des gars comme Valtteri Bottas, des fois, que je trouve qu'il manque un peu de chien. Donc, je serais bien mal placé. Ça serait un peu hypocrite de ma part de reprocher ça à Liam Lawson, là. Moi aussi, j'irais sauver Liam Lawson. Yuki Tsunoda, vraiment, vraiment m'a déçu. J'étais, moi, dans ceux qui voulaient le voir chez Red Bull, qui croyaient qu'il méritait sa chance avant Ah Lawson. oui, pareil. Pas parce que Lawson méritait pas d'aller chez Red Bull, parce que je voulais le protéger. Je voulais le laisser se développer. Je pense qu'on lui a fait faire un petit pas de recul, puis il commence un peu à se replacer. Mais on a retardé un peu son développement en lui donnant une promotion trop vite. C'est la peur que j'ai aussi qu'on fasse avec Adjar, même si c'est du cas par cas, puis Adjar n'est pas construit du tout de la même façon. Là. C'est un pilote qui est complètement différent dans sa façon d'être. Donc, c'est unanime, on sauve tout Liam Lawson pour l'an prochain, puis on est capable de se passer des autres pilotes. Maintenant, je voulais faire un petit survol là-dessus très rapidement. Je voulais faire appel à vos mémoires, les gars, parce qu'il y a eu une double disqualification de l'écurie Williams en fin de semaine, dans la qualification, bien sûr, pas dans la course. On parlait tantôt, Jean-Christophe a dit la remontée de Carlos Sainz, mais justement, il est obligé de faire une remontée parce que à l'usine, dans les garages, peu importe où l'erreur est arrivée, on a décidé d'installer un aileron qui donnait une ouverture de DRS qui excédait les 85 mm Mm. permis. Pour moi, c'est inacceptable. François, j'imagine que tu partages mon opinion là-dessus. Je sais que tu es assez sévère, là. C'est l'élite du sport, la Formule 1. Là. Moi, je me Ouais. dis, mesure toutes 3 fois, mesure toutes 4 fois. Je me dis, nos experts de décor incorporés, lorsque c'est le temps de construire un escalier, ils vont la mesurer plus qu'une fois, ils vont prendre leurs mesures, ils vont vérifier. Ils sont pas dans un sport de haute compétition avec des centaines de millions de dollars d'investis là-dedans. Je pense que c'est la moindre des choses quand tu fais un travail de prendre les bonnes mesures et de regarder ce que tu fais. Les erreurs arrivent, sauf que dans un sport compétitif comme ça, je trouve ça devrait pas arriver. Pas ce genre d'erreur. Non, Non, exact. c'est Mhm. ça, c'est ça. Puis, tu sais, toi, JC, t'es un pilote, c'est fâchant parce que tu as une confiance envers tes mécaniciens qui te donnent une voiture légale. C'est pas à toi de sortir ton tape à mesurer avant une course et de vérifier que tout est correct, là. Tu fais le travail en piste, tu fais une belle qualification. De mémoire, là, on était aux alentours, on était juste à l'extérieur du top 10 du côté de Williams, mais on l'a vu dans la remontée. Je suis d'accord, remonter de la dernière place à aller jusqu'à la 12e, 13e, 14e, c'est plus facile que de monter de la 11e puis de gagner des positions. Je suis conscient de ça, sauf que on se tire dans le pied ou on se tire dans les deux pieds avant que la course commence ou avant que le Grand Prix arrive. Ça, c'est pas bon, mais c'est pas la première fois. C'est arrivé aux Pays-Bas. Il y a 1 an de ça, on n'avait pas le bon plancher. Ensuite, il n'y a pas juste Williams qui fait des erreurs. Ferrari, la Mhm. hauteur de caisse, on s'est fait avoir 2 fois dans les dernières années. Mercedes aussi s'est fait avoir avec ça. On s'est fait avoir sur le poids de la voiture. C'est des grosses écuries là, qui font des erreurs comme ça. Simon, je commence avec toi. Mhm. Pas que tu recules, justement. On n'a pas besoin de reculer 75 ans en arrière, mais dans ta mémoire, des disqualifications. Parce que moi, de mon côté, là, je vous donne ma réalité. Lorsque qu'un Grand Prix se termine ou une qualification se termine, là, je reste en suspens pendant quasiment 4 heures à vérifier et à faire rafraîchir mon téléphone, rafraîchir tout ce qui se passe, toutes les nouvelles qui tombent, regarder tout ce qui se passe, que d'un coup, qu'il y a une disqualification. Moi, je me rappelle pas d'avoir eu à faire ça. De rester pendant 4-5 heures après une course, juste de voir s'il n'y a pas quelque chose qui va tomber, parce que ça pouvait arriver. C'est toujours eu des inspections puis l'éventualité d'une disqualification, mais là, ça arrive souvent. Tu penses quoi? Toi, Simon, pour toi, est-ce que c'est un peu un nouveau terrain de voir ça, autant de disqualifications à F1, ou tu te rappelles que ça arrivait souvent? Moi, je pense pas qu'il y en a nécessairement plus qu'avant. Mais à t'écouter parler, là, c'est sûr que je sympathise avec toi, qui des heures et des Non, heures mais je sur voulais le pas me lit, là. plaindre. Je voulais pas me Fait que vu de plaindre. même, je te comprends, là. Moi, c'est souvent une surprise, là. Tu regardes ton téléphone. Ah, comment ça qu'il a été disqualifié et tout. Ouais. Mais moi, je vais être plus conciliant parce que, avec vous autres, les gars, parce que Ah, je nous, on trouve est qu'à quelque part, sévère. ça me démontre que les équipes, ils poussent la Mhm. note, puis ils essayent, tu sais. Puis des fois, là, je ne sais pas en fin de semaine si la chaleur, ça peut avoir joué un rôle ou non. Tu sais, c'est peut-être 1 millimètre. Est-ce que ça aidait vraiment les performances? Je ne peux pas m'avancer là-dessus, là. C'est sûr qu'il faut respecter les règlements. Ça ne change pas. Mais tu sais, à quelque part, ça me réconforte de savoir qu'au moins la FIA, tu sais, fait des bons tests, Oui. puis tu sais, ils sont pas conciliants, eux. Ils vont te disqualifier, ils vont t'envoyer en arrière de la grille s'il le faut. Ça n'a pas toujours été de même en Formule 1, hein. Il y a eu des époques où il y avait beaucoup de politique, puis les écuries qui étaient les mieux armées politiquement, des fois, réussissaient à renverser des décisions. Puis, tu sais, bon, pas besoin de revenir sur l'épisode de la Malaisie 1999, Mhm.
où là, juste petit intermède rapide, on avait disqualifié les deux Ferrari, ça donnait le championnat à Kylian, mais là, hey, écoute, là, la dernière course au Japon, il faudrait bien qu'elle dise quelque chose. On va réinsérer les Ferrari, puis on va avoir une course qui va décider du championnat du monde. Tu sais, à quelque part, je veux pas qu'on retourne dans ce terrain-là. Alors, moi, puis j'ai regardé sommairement là, quand tu m'as soumis ce sujet-là tantôt. J'en ai pas vu plus maintenant ces dernières années qu'avant. Alors, je pense que ça fait partie de la réalité de la F1. Puis c'est de plancher, tu vois que Ferrari, ça a ruiné leur saison. Alors, au moins, on a appliqué le règlement. Ça aurait été facile de dire, ben là, écoute, le Lewis Hamilton il est arrivé chez Ferrari. Il faudrait quand même qu'il soit compétitif, puis que ça donnerait du spectacle, puis ça emmener des téléspectateurs. Ben, je suis content de savoir que c'est pas entré en ligne de compte. Non, c'est pas entré en ligne de compte. Puis tu sais, le plancher, à la limite, je suis prêt à laisser passer parce que je pense que c'est les réactions de l'effet de sol. Ça frotte, ouais. Ouais, c'est ça. On n'était pas, on met tellement de pression sur le bas de la caisse qu'à ce moment-là, ben, on frotte, puis là, on veut protéger les pilotes, puis tout ça. Ça, je comprends ça, ça a été des ajustements. Mais on se rappelle, Alpine, Azerbaïdjan, de mémoire, avait trop de carburant qui rentrait, là, parce qu'on limite le carburant qui peut rentrer dans le moteur. Donc, on s'était fait disqualifier pour ça. Ensuite, le plancher trop large de Williams, aux Pays-Bas. Ensuite, on l'a dit, là, les voitures trop basses, les problèmes de DRS. On a eu les ailerons de Haas. Haas s'est fait disqualifier à deux Ouais. reprises pour ça, pour des histoires on avait eu un aileron. Tu sais, il y a des situations comme ça que je trouve que ça, c'est spécial qu'on voit ça. Mais avant ça, j'ai reculé tu sais, dans on peut dire la F1 moderne, là. Mhm. Euh, j'ai vu, ben, les Renault avaient été disqualifiés en 2019 parce qu'on avait un système d'aide à la conduite. Avant ça, Ouais, ça, c'est intéressant. c'est interdit, As-tu ça, je vu trouve. Vettel quand il était terminé deuxième 2021. en Hongrie? Ben Ouais, oui. Ça 2020. c'était difficile à accepter, celle-là. C'est une erreur de calcul. C'est une erreur de calcul, c'est ça. Puis ça, c'est ça. Mais tu sais, avant ça, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé 2021 aussi, il y avait une histoire Mercedes encore. Mercedes est souvent avant les disqualifications. Mercedes pour l'aileron d'Hamilton, c'était pas légal au Brésil. Avait quand même fait une remontée là, pendant la course sprint, là, ça avait été impressionnant. Là. Mais j'en ai pas trouvé tant que ça depuis. Mais là, comme je dis, bon, c'est peut-être moi, c'est peut-être psychologique. Puis je suis vraiment pas, je suis content d'avoir votre sympathie, mais je voulais vraiment pas me plaindre. C'est juste que je me dis avant, j'avais pas j'avais pas cette réalité-là de devoir rester. Toujours, on est toujours à la merci de peut-être une disqualification qui peut arriver. Donc, en fin de semaine, c'est ce que je faisais. Je me dis, ah, je vais vérifier. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'information qu'il se passait quelque chose du côté de Williams. Quand j'ai pris la peine de lire ce qui se produisait, ben, j'ai pris un peu d'avance. Je savais que ça s'en venait, il allait être disqualifié parce qu'on peut pas laisser passer un aileron qui ouvre un peu trop pour ça. Je voulais pas trop m'étirer sur ce sujet-là. Je voulais juste qu'on en glisse un mot parce que je pense que ça fait partie du sport. J'ai aimé que JC aussi intervienne en disant que lui, en tant que pilote, c'est inacceptable, puis je le comprends aussi. Ben, c'est ça. Fait que, mais avant, je veux pas qu'on manque de temps. Je veux pas faire un podcast de 2 heures, même si je sais que les gens ils aiment ça. J'ai pas de plainte envers ça, mais je trouve que des fois, on fait des podcasts qui sont aussi longs que des films de Martin Scorsese, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais Et tout de suite aussi me bon. aussi bon, ouais, moi aussi j'aime ça les longs films. Mais je voulais parler de la règle orange papaye pour celui de notre auditeur qui est tanné qu'on dise ça, mais c'est un gros sujet qui revient souvent, on l'aborde de différentes façons. Là, je pense que ça commence à leur éclater en pleine face, qu'on dit depuis des semaines que ça va arriver. On peut pas faire. On veut bien jouer, on veut bien faire les choses, mais à un moment donné, il va falloir qu'on slack un peu la poulie sur cette règle-là parce que on risque de faire l'effet contraire. Autant qu'on veut garder tout propre, ça risque de nous éclater en pleine face si ça ne l'a pas déjà fait. Première question que j'ai goût de savoir. Je vais commencer avec toi, Jean-Christophe. Le contact Norris-Piastri. T'as trouvé ça comment? Est-ce que Hmm. Norris méritait une pénalité selon toi? La FIA a décidé de ne pas trancher. Malheureusement, on l'a vu dans certains cas. J'aurais aimé ça qu'on ait une explication parce que j'aime pas quand on fait ça. Lorsque c'est deux pilotes de la même écurie qui rentrent en contact, on l'a déjà vu même en qualification, les deux Mercedes il y a quelques années s'étaient touchés. On n'a pas pris de pénalité parce qu'on a dit, oh, ils vont régler ça à l'interne quand que n'importe quelle autre écurie où il y a un contact en qualif, on donne des pénalités. Là, j'espère qu'on n'a pas fait ça pendant la course de dire, ah, c'est deux McLaren qui se cognent ensemble. Nous, on est la Fédération internationale de l'automobile, mais on ne vient pas intervenir là-dedans. Ils régleront leurs problèmes ensemble. Mais je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord avec la décision de la FIA? Est-ce que Norris ne méritait pas de pénalité pour ce contact-là? C'était un incident de course au premier virage? Non, c'est très dur à dire parce qu'encore Mhm. une fois, comme tu l'as mentionné, la FIA est toujours réticente à donner des pénalités lorsque c'est un contact qui n'a pas vraiment causé grand-chose entre deux coéquipiers. Cependant, j'avais déjà
mon gros doute et mon gros petit doigt m'avait Mon gros petit doigt. avait déjà bien fait de mentionner que la règle papaye, ça va des deux bords, mais ça va drôlement plus d'un bord que de l'autre, Ouais. et que ça va éventuellement leur exploser dans le visage. Citez-moi, que Dieu soit mon témoin, je l'ai dit un podcast ou deux. Et là, qu'est-ce qu'on arrive quand là, tout d'un coup, Piastri, se fait complètement sortir du chemin. Norris juge mal l'espace qu'il y a avec Verstappen, donc utilise son coéquipier comme tampon. Très peu professionnel. Deux en plus, Piastri a un mauvais pit stop. Là, tout d'un coup, il manquait pas tant de secondes que ça à la fin de la course, là. Il se rapprochait encore plus. C'est le temps qu'il a perdu dans les puits. Ah, mais tout d'un coup, ils sont au moins stressés, McLaren. Ils disent, oh, on va en parler après, puis il n'y a pas de stress. Puis ça m'a mis en rogne. Vraiment, Mhm. là, de devoir noir sur blanc, selon moi, du favoritisme comme ça. Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas contextualiser pourquoi est-ce que tout d'un coup, là on fait du laisser-aller, là. Il faut vraiment que quelqu'un m'explique parce que j'ai absolument pas compris, encore une fois, la ligne de pensée de McLaren. J'ai l'impression que Piastri, là, à partir de maintenant, il va vraiment jouer à son propre rythme. Et j'ai bien hâte de voir à la fin de la saison. J'espère que Piastri va reprendre qu'est-ce qu'il mérite parce que c'est lui qui a fait le moins d'erreurs, c'est lui qui a été plus constant. C'est lui qui était la plupart du temps le plus rapide en qualif et en course. Donc, bien hâte de voir. Je suis intrigué de voir qu'est-ce que vous penseriez, vous aussi, penser de la situation. Ben, je vais y aller avec François en premier. François, si ton coéquipier te frappe comme ça, dans la situation de Piastri ou même dans la situation d'un amateur de F1, t'attendais-tu à avoir une pénalité de la part de la FIA ou si la FIA intervient pas, est-ce que McLaren aurait dû intervenir? Parce que les autres, ils ont deux façons, hein. Il y a la règle de la FIA puis ils ont leur règle à eux. Donc, d'un côté ou de l'autre, est-ce que tu trouvais que ça nécessitait aucune pénalité et qu'il n'y avait pas nécessairement une injustice envers Piastri si on ne demandait pas à Norris de lui redonner la position? Ben, mon interprétation de cet incident-là, moi, c'est que c'est un incident de course non prévu au premier tour, troisième virage à deux de large. Norris n'a pas fait exprès. Il était peut-être un peu surpris par Verstappen. Puis, Négligent, excuse-moi. ouais, Excuse-moi. Ouais. ben, peut-être un peu, mais faut comprendre en même temps qu'en F1, la F1, c'est particulier parce que c'est plus vite que tout, c'est plus pointu, puis les autos sont plus fragiles. Ouais. Donc, tu sais, si les gens se collent un petit peu plus, exemple en GT3 ou en NASCAR, ben, tu sais, s'ils se frottent les pare-chocs avant, arrière, ben, il n'y a pas vraiment de conséquences à ça. Tandis que dans le cas de Norris ou peu importe qui est en Formule 1 au premier tour, ben, là, il a touché à Verstappen, ça l'a déstabilisé, il est arrivé roue dans roue avec Piastri. C'était non voulu. C'est un incident de course au premier tour et moi, premièrement, je donne jamais de pénalité pour ce genre. En tout cas, je ne propose pas de pénalité pour ce genre d'événement-là. C'est fâcheux, mais c'est le premier tour. Donc, dans mon humble opinion, il n'y avait pas matière à faire tout un fromage avec cette histoire-là. C'est parce que c'est arrivé entre les deux coéquipiers, justement, qu'on fait tout ça. Mais je suis convaincu que si c'était arrivé entre deux autres pilotes d'écuries différentes, avec ce qui s'est passé avec Verstappen et la conséquence que ça a donné sur Piastri, ben, il y a aucun, je pense qu'il n'y a aucun commissaire de course qui aurait pénalisé au premier tour parce que c'était pas délibéré. C'est arrivé au deuxième tour. Là, je dis pas, mais au premier tour, il y avait beaucoup de deux de large à ce moment-là. Un peu de part et d'autre. Donc, non, moi, de mon côté, il n'y a pas de pénalité. Puis même que je trouve vraiment qu'on en fait toute une situation pour très peu de choses, là. Mais par contre, je suis d'accord avec Jean-Christophe à la lumière de tout ce qu'on voit en ce moment, et maintenant qu'ils ont sécurisé le championnat des constructeurs, Oscar Piastri, après cette histoire-là, peut être froissé, mais avec le bénéfice de savoir ce qui s'est passé, il va peut-être, on dirait, atténuer un peu ses ardeurs, mais va quand même jouer solo, là. Il va arrêter il va arrêter la fameuse règle Orange McLaren, on va l'appeler. Là, Piastri, là, c'est lui jusqu'à la fin. S'il n'y aura plus d'histoire de redonner des positions ou de la jouer.
ou de la jouer là, consigne d'équipe, là, c'est sûr que lui, là, il va penser à son championnat à partir de maintenant, là, convaincu de ça. Surtout que là, c'est réglé le championnat constructeur. Moi, je le dis. Ouais, c'est ça, là. Moi, je le disais même une fois qu'il y avait Tu m'as 300 points. parlé, là. Ouais, Ouais, une tu m'as fois que, parlé souvent de ça. pour moi, une fois qu'il y avait 300 points, c'était terminé. Là. Il y avait plus à jouer le travail d'équipe tant que ça. Sauf que je suis d'accord, Simon me l'a déjà dit, il faut qu'il pense au futur quand même. Je pense que c'est dans cette optique-là, puis Astrid continuait. Je lis un commentaire, Marc-Antoine Guérin, toujours le fun à Mhm. lire, toujours Ben des ouais. beaux commentaires. Il nous félicite pour le podcast, bien sûr, qu'on fait régulièrement. Il nous remercie toujours parce que c'est vrai, c'est gratuit. C'est le fun, puis il y a beaucoup de travail derrière ça, mais c'est le fun d'avoir des auditeurs qui le salue. Il n'est pas le seul, mais je prends le temps de le nommer. Il prend toujours le temps de nous remercier. C'est le fun. Lui, il mentionnait que pour lui, c'était un peu kamikaze, là, ce que Piastri, pas Piastri, mais ce que Norris a fait. Que dans le fond, un peu dans l'image, qu'est-ce que. Tu sais, Kevin Fontaine avait dit brouillon. Euh, Après ça, JC allait un peu dans ce sens-là aussi, que dans le fond, il s'est servi de son coéquipier comme coussin. Moi, je me suis déjà prononcé là-dessus. Je veux pas reprocher à Norris qu'est-ce qu'il a fait parce que j'ai tellement reproché souvent de pas prendre de risques, d'y aller Mhm. trop, trop sécuritairement. Je pense qu'il y avait pas le choix. On le dit, là, un certain Ayrton Senna a déjà dit, il y a une ouverture, tu dois y aller. Mhm. L'ouverture, c'est sûr qu'elle allait se refermer. Je pense qu'il a été surpris par le fait que Verstappen a fait la chicane de façon assez lente parce que je pense que Verstappen, après le premier virage, il avait déjà tombé en gestion de ses pneus tendres, là. Il n'était pas pressé, lui, de pousser sur l'accélérateur parce qu'il y avait des pneus à protéger. Mais c'est ça, j'ai pas envie de reprocher ce que Norris a fait, mais je comprends, par exemple, que pour Piastri, dans la vision que lui a eue, il a vraiment eu l'impression qu'il s'est fait rentrer dedans. J'ai l'impression que quand il a revu la reprise, il a peut-être un peu plus tempéré ses émotions versus ça parce que oui, Piastri, Norris a essayé quelque chose, mais on n'a pas la règle orange papaye. Vous pouvez faire un jeu de prendre une gorgée de bière à toutes les fois qu'on dit ça aussi. Vous pouvez avoir une soirée très, Oh, très le fun. intéressant. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je disais, euh, je pense que Piastri à ce moment-là, si la règle dit tu peux pas prendre des risques non calculés, si on demande à nos pilotes, puis moi c'est ce que j'ai l'impression, là, c'est ce que je soupçonne depuis longtemps, c'est que la règle Orange Papaye demande plus que les règlements officiels de la FIA. Donc, c'est pour ça que Exact. c'est ça, hein, Simon. J'ai de la Ouais. difficulté, moi, à croire que quand on dit on les laisse courir, on les laisse. Ben, moi, je trouve pas que tu les laisses courir si ils doivent s'ils doivent répondre à plus de règlements que le règlement de course, que le livre officiel. Fait que pour moi, tu les laisses pas courir parce que tu leur donnes plus de restrictions. Puis je pense que c'est ça qui a fâché Piastri de dire, normalement, vu que c'était risqué, Norris aurait pas eu le droit de l'essayer. Fait que là, il a pris une liberté d'aller à l'encontre du règlement Orange Papaye et d'essayer quelque chose. Et là, on l'a un peu laissé tomber parce que quand il a appelé à l'écurie, quand il a parlé à son ingénieur, il a dit, écoute, là, je peux pas croire qu'il a le droit de faire ça. Nous, on le sait qu'on peut pas faire ça, on peut pas essayer ça. Du moins, moi, vous me laissez pas l'essayer. C'est en Hongrie, si je me rappelle bien, que je m'étais fâché de ça, qu'Oscar Piastri préparait un déplacement sur Lando Norris. Puis avant même d'arriver là, il y avait son fameux Ah ingénieur, oui, ouais, Tom Stollard, qui était déjà sur le micro pour lui dire, oublie pas, les règles les règles d'engagement, faut faire d'engagement. attention, c'est ça. Puis du côté de Will Joseph, on n'a pas l'air de faire ça du côté de Norris. On a l'air de dire, gars, vas-y, tu te bats pour un championnat. All-in, mon grand, fais ce que tu as besoin de faire, puis on gérera, on réparera les pots cassés après. De ton côté, Simon, est-ce que la FIA aurait dû sévir ou est-ce que McLaren aurait dû sévir ou les décisions qui ont été prises étaient les bonnes? Les deux décisions qui ont été prises étaient les bonnes. Je partage l'idée que c'était un incident de course. Je partage l'idée qu'il faut laisser les pilotes se battre, puis c'est le premier tour, là. Mhm. Alors, c'est sûr, toutes les voitures sont proches. C'est pas pareil qu'en fin d'épreuve, quand tu as un doublé assuré, puis là, en Hongrie, puisqu'on en parle, tu sais, as un Piastri là, qui jette l'ancre, puis qui appuie ses freins, puis qu'on se demande si les deux voitures vont pas se tamponner puis donner la victoire à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est bien différent par rapport à un départ. Alors, pour moi, c'est pas pareil. J'aurais rien changé de ce qui a été fait. Je comprends que si tu es dans la voiture, puis tu es Oscar Piastri, puis en plus, tu dis ça fait quelques grands prix qu'on me demande de donner, mais à quelque part, tu sais, moi, je reviens toujours à l'année passée, là, tu sais, quand on parle de favoritisme envers Lando Norris. Oui. Retournons un an en arrière. Lando Norris, il a 4 courses de retard sur Verstappen, mais c'est le seul qui a une chance de le rattraper. Puis McLaren n'a pas décidé de mettre toutes ses billes dans le paquet de Lando Norris. On a même donné une victoire que Norris aurait méritée en Hongrie. On l'a donné à Piastri parce que question de stratégie, puis Piastri s'est arrêté pour contrer Leclerc. Puis là, tu sais, on a supplié Norris de donner la victoire, puis il l'a fait. Alors,
Est-ce que c'est cette écurie-là qui favorise Lando Norris? Je pense pas. Je comprends que dans les derniers Grands Prix, les circonstances ont fait en sorte que c'est Piastri qui doit en donner plus, mais ça va s'équilibrer. Puis à la fin de tout, Piastri, c'est le meilleur pilote, il fait le moins d'erreurs, comme vous avez dit, c'est le plus agile, il va sortir vainqueur de la bagarre. Il faut juste qu'il soit patient, même si c'est difficile. Donc, tu réponds déjà à la question qu'on a de Éric Bolduc qui m'avait envoyé il y a quelques semaines, qui, lui, a l'impression que on a du favoritisme du côté de McLaren envers Lando Norris, qu'on voudrait que ce soit Lando qui gagne le titre. Il n'a pas été aussi loin que ça dans ses énoncés, là. Je veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais c'est un peu ça qui me mentionnait là, il y a de ça quelques semaines. Il voulait savoir notre opinion là-dessus. Je vous l'avais apporté un petit peu. Je pense que ça revient dans l'actualité. C'était une bonne question de la part d'Éric Bolduc, puis il n'est pas le seul à avoir envoyé Ouais. ça ou à Beaucoup de gens penser le ça. pensent, là. Ça, Ouais, c'est ça, beaucoup. exactement. Puis les réactions de Zach Brown lorsque Norris gagne versus Piastri. Tu sais, je pense que c'est normal que Zach Brown ait un attachement envers Lando. Ça a été sa première grosse décision chez McLaren. Mais toi, tu vois pas nécessairement, en dehors de des réactions, des choses comme ça, Simon, tu vois pas nécessairement, en tout cas au moins en fin de semaine, puis tu fais bien là, de retourner l'année dernière parce que c'est vrai que si on voulait absolument favoriser Norris puis on prenait pas en considération Piastri, on aurait tout fait pour que Norris gagne cette Ben oui. course-là et tu sais, mettre un peu plus de pression au championnat de Verstappen. C'est un bon point que tu Ouais. fais de l'année dernière. On C'est vrai aurait que pris ouais. Piastri à mi-saison, puis on aurait dit, toi, tu travailles pour Norris maintenant. Puis on n'a pas fait ça du tout. On l'a encouragé, puis on l'a même laissé dépasser On l'a fait à un Norris certain au Grand Prix moment. d'Italie. Donc, tu sais, Ouais. ouais, c'était des moments importants, là. Ouais. Mais on l'a fait à un certain moment. Après Italie, ouais, je me rappelle pas à quel moment de la saison, on lui a demandé Ouais, à un moment ouais, donné écoute, quand il restait moins de courses, là, ben, tu il sais, quand était il trop restait tard, 5-6 là. courses à la Ouais, saison, c'était juste normal c'est ça. qu'on C'est ça. rééquilibre, mais à mon avis, il était bien trop tard. Ouais, il était trop tard. Non, il était trop tard à ce moment-là. Mais toi, tu vois pas, t'es pas prêt à dire aujourd'hui qu'il y a du favoritisme chez McLaren et puis qu'on va juste d'un côté. Puis en fin de semaine, tu penses pas nécessairement que Oscar Piastri a été, comme lui a dit, là, qu'il a été victime d'une injustice. Tu vois pas ça de cet œil-là, toi, nécessairement. Ben, pas une injustice à cause de la règle orange papaye. Tu sais, c'est sûr que je peux Ouais. le comprendre là, de ne pas apprécier de se faire taper par son coéquipier qui fait une manœuvre imprécise, puis là, il se retrouve en avant de toi. Qu'on rate Mais son arrêt au puits. ouais, Ça ouais, exact. Là, aussi, son je arrêt au trouve. puits est lent, tu sais, mais il était Exact. déjà derrière Norris à ce moment-là. Ouais. Je peux comprendre Piastri comment il se sent. Mais à un moment donné, il faut que tu descendes de ton piédestal, respire, regarde la course en entier 15 fois s'il le faut, puis retrouve tes esprits, puis concentre-toi parce qu'en plus, Weber doit se charger de lui dire, tu sais, Puis il l'a bien si tu es à fait. ton 100%, puis Norris est à 100%, c'est toi qui gagne, Piastri. C'est ça. Mais il l'a bien fait. Oscar l'a bien fait quand même après, dans ses commentaires. C'est sûr que Oui, moi, je fais toujours il faut attention parce oser. que ce qu'on entend à la radio, dans le fond, c'est des conversations privées qu'on nous laisse la chance d'écouter. Mais ce qu'il a dit après ça dans les médias, je trouvais que c'était correct. C'était mature de sa part de dire, écoute, Exactement, je suis c'est la journée d'accord. d'un championnat, je vais pas venir. Peut-être que quelqu'un. Puis tu sais, la chaleur de Singapour aussi, je vais pas tout mettre ça, parce que c'était quand même le premier tour, là. Mais c'est pas évident sur les pilotes. Puis des fois, la marmite, elle explose un peu. On l'a vu sur Fernando Alonso en fin de course. Je dis pas qu'il Oui. je dis pas qu'il avait pas raison, mais c'est sûr que les émotions se font aller dans une course comme ça. Ton côté, Jean-Christophe, je pense que tu es de l'autre côté, hein. Toi, tu vois qu'il y a une injustice envers Oscar Piastri. Si tu étais dans les souliers de Piastri, ça serait la même perception. Tu as l'impression que tu t'en fais passer des petites vites de temps en temps, là. Ouais, exact. J'ai comme Ouais. l'impression que tout d'un coup, comment dire, pas le karma rattrape, mais il y a comme Le retour de l'ascenseur est pas là. ouais, un retour Ouais. d'ascenseur qui est pas tout le temps là, là. Oui, on peut. Je suis absolument pas en train de débattre avec vous que c'est un incident de course et qu'il n'y avait rien d'autre à faire avec ce qui est arrivé au début de la course. Je trouve ça Mm. dommage, exactement comme vous. Moi, ce que là, c'est dommage, cependant, tu gardes une note mentale là-dessus. D'accord, OK, ah, on fait rien pour ça. OK, mais c'est correct. Là, d'abord, je m'attends à une petite faveur en échange parce que c'est comme ça qu'ils ont déjà mis leur précédent avant. S'ils ne mettent pas de précédent avec les règles papaye avant, c'est pas grave, là. C'est OK, anything goes. On joue avec nos règles. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de, de, de plaire à une structure supérieure et une organisation de règles supérieures. On fait juste faire comme bon nous le semble au moment où on doit prendre la décision. Là, en plus de ça, on rajoute un mauvais arrêt le, la dernière fois que c'est arrivé, là, il fallait redonner la place, ou il fallait tout d'un coup donner un petit plus. Là, il n'y a pas ce retour-là, il n'y a même pas une conversation là-dessus. Et ce temps-là qu'il a perdu, ce 2,53 secondes-là qu'il a perdu en pit stop, c'est l'écart qu'il avait à Lando Norris à la fin.
Donc Hmm. ça, je trouve ça drôlement dommage, puis je trouve ça drôlement inconvénient pour Lando Norris. C'est pas la faute nécessairement à personne, mais eux, ils ont mis le précédent qu'ils doivent prendre action quand ils voient une injustice, et là, ils l'ont pas fait. Donc c'est de quel bord de la clôture est-ce qu'on est? C'est plus ça qui, 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 Ouais, je comprends. qui m'agresse un petit peu. Ouais. Mais c'est comme si j'étais dans les souliers de Piastri, oui, je serais frustré, mais j'aurais fait comment dire, j'aurais remis les pendules à zéro aussitôt que le Grand Prix serait fini. Là, je m'en vais au prochain Grand Prix, je le sais que je suis meilleur que Lando Norris, je le sais que je vais l'avoir à l'usure, je le sais que je suis plus fort mentalement, je le sais que je suis plus vite sur une distance de course et une panoplie d'autres raisons. Donc, Ouais. je Moi, vais j'ai dans le l'impression, sens de Simon là-dessus. Ouais. moi, Jean-Christophe, là, j'ai l'impression qu'Oscar Piastri, s'il veut en vouloir à quelqu'un, à la base, il devrait s'en vouloir à lui. Il s'est peut-être senti naïf un peu, parce que je trouve que des fois, il a dit oui à des choses qu'il n'aurait pas dû. Même si on le sait, là, on va se rappeler, bien sûr, Simon le dit, Hongrie, il devait une faveur à Norris pour ce qu'on lui avait fait. Mais j'ai l'impression qu'il s'est comme senti trahi dans cette course-là. C'est sûr qu'il y a l'émotion, il y a toutes ces choses-là, mais il y a comme, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une règle quelque part que lui se conforme, puis que là, ça a été transgressé par Lando Norris, et c'est surtout ça qui a fâché. De ton côté, François, je sais que le contact, toi, ça te dérange pas, puis c'est correct avec ça, Mhm. c'est l'incident de course au départ, puis toutes ces choses-là. Mais dans l'aspect global de ce qui se passe présentement, est-ce que Oscar Piastri a le droit de sentir qu'il y a peut-être une injustice? Est-ce que tu vois un favoritisme envers Lando Norris, ou pour toi, c'est des situations, c'est du cas par cas, puis il faut juste pas faire un gros drame avec ça, là? Je pense que c'est juste un concours de circonstances. Exemple, si à Monza, les rôles avaient été inversés, je pense que McLaren aurait agi exactement de la même façon. Il aurait Ouais. dit à Lando Norris de redonner la place à Oscar Piastri. Donc, c'est juste McLaren qui essaie toujours un peu de faire ce qui est juste, et je fais mes guillemets pour la première fois dans l'émission. Mais, comme Simon a dit, la balance va se rétablir fort probablement, là. Je pense que c'est juste un narratif que certaines personnes peut-être veulent apporter parce Mais qu'à tu date, dis, ça va du côté à Lando Norris, mais ouais. euh, prochain événement, sait-on jamais, ça va être l'ado qui va devoir concéder quelque chose, qui va se faire manger à laine sur le dos, Mais c'est puis intéressant ce que tu dis. Tu dis que la balance va se rétablir. Tu dis que ça va se faire de façon organique, ou tu penses qu'on en doit une à Oscar? non, je pense que ça va se faire de façon organique, là. OK. C'est, Ouais. je pense que c'est juste, ça serait très improbable que ça soit toujours la même personne qui doive ronger son frein, si tu veux, Ouais. là. Ouais, non, je Donc, comprends. ouais, C'est ça. Le, le en tout cas, dieu de la course va rétablir tout c'est ça. ça. Alors, il Ouais. nous reste 6 courses pour découvrir si cette théorie est véridique. Est vrai. Mais Non, ben, c'est vrai. Des fois, ça finit par se rebalancer. Hey, messieurs, il reste que quelques minutes, puis je voulais Mhm. juste aborder un sujet. C'est quelque chose que moi, il m'a dérangé, puis j'ai vu beaucoup d'auditeurs qui ont réagi à ce que j'ai dit dans le podcast. Ouais. Je vais commencer avec toi, Simon. Si tu es capable de faire ça rapidement, quand on apporte un aileron, une nouvelle pièce pour une voiture, on doit faire autoriser ça par la FIA. Jamais, jamais la FIA aurait autorisé un aileron avec un morceau de carbone qui sort de la roue. Pourquoi qu'on a autorisé 61 tours Lando Norris avec un aileron qui est illégal techniquement? Je comprends qu'il n'y avait pas de danger, le morceau n'était pas pour s'envoler, sauf que sa voiture devenait plus large que le règlement à cause de ça. Donc, on n'a pas vu nécessairement une bagarre avec Verstappen à la fin ou quoi que ce soit, mais si jamais il y en avait eu une, il y avait quand même une voiture qui était plus large que ce qu'on tolère. Est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que ça t'a dérangé? Parce que moi, ça m'a dérangé. Moi, j'avais un malaise avec ça de dire pourquoi qu'on laisse 61 tours, et j'ai de la misère à croire que si ça avait été, exemple, une stack Sauber, qu'on aurait dit, oh, c'est beau, pas de problème, continue de rouler avec un morceau de carbone qui sort de ta roue puis qui peut venir causer une crevaison à un adversaire. ça m'a pas dérangé pendant la course. Moi, je comprends que ça dépasse, puis je comprends que ça respecte pas le règlement, mais s'il était stable, il n'y avait pas de danger que la pièce s'envole. Si ça s'était mis à grouiller là, pendant la Ouais. course, ça aurait peut-être été Mhm. différent. Mais j'ai jamais senti là, que la pièce était sur le point de s'envoler puis qu'elle aurait pu crever les pneus Mais sa voiture était ou plus être plus large dangereuse. mais sa voiture était plus Ouais, large que supposé. Tu sais, oui, oui, je ouais. comprends. Mais est-ce que ça lui donnait un avantage? Non. Ben, en tout cas, on l'a pas vu en course, si c'est ça. Donc, Non, non, parce que c'est sûr qu'il perdait des points aérodynamiques, mais je veux dire, si le morceau c'est ça. s'envole, il part, il est plus là, il n'y a plus de danger, le danger est fini, ça, c'est correct. Tu sais, je comprends que le morceau est plus là, c'est lui qui en prend le désavantage. Sauf que là, Verstappen, quand il voit Norris, il n'y a pas eu de bagarre, mais s'il y en avait eu une, à un moment donné, on pensait qu'il y en avoir une, Verstappen devait se méfier, il pouvait pas aller aussi proche de la voiture de Norris pour pas justement se ramasser à avoir un morceau de carbone dans son Ouais. pneu avant.
Toi, Jean-Christophe, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange qu'on tolérerait pas cet aileron-là qui sort de l'usine, mais on la tolère une fois qu'elle est déformée en course, puis on laisse 61 tours comme ça? Ah, ben c'est facile, tu vois, j'ai rentré dans la piècerie à chaque course, puis t'as un aileron qui est avantageux. Non, Je mais ça n'a rigole, pas je été rigole, fait. je Ça n'a rigole. pas été fait par exprès. Je comprends. Tu sais, c'est juste que je me dis, il y a quand même ça qui dépasse, qui ne devrait pas dépasser. Non, exact. C'est Ah, intéressant, cependant, ouais. à faire l'exercice de penser. Est-ce que dans des situations comme ça, est-ce que c'est avantageux? On ne le sait pas, mais ça ne le dérangeait surtout pas, parce qu'il était capable de rester très près de Verstappen, même avec une Ouais. perte d'appui aérodynamique. Donc, je ne sais pas, mais c'est intéressant comme exercice de pensée, certainement. Ton côté, François? Ah ben moi moi si l'aileron est accepté au début puis qu'il arrive un incident de course et que l'aileron est déformé, moi je vois pas pourquoi on pénaliserait pour ça. Par contre, ce qui me dérange, c'est si ça devient dangereux, Mhm. que cette pièce-là parte et heurte le casque d'un autre à 250 km/h, Ouais, mais peut-être plus. toi qui aimes ça de faire du roue contre roue, ton adversaire a un morceau comme ça qui se dépasse, tu peux pas faire du roue contre roue parce que si lui il se Ah ben colle, oui, je veux dire, ouais, ça va être ouais. aileron. Son aileron va peut-être toucher au tien, mais ça, non. Tu sais, je veux dire, de toute façon, l'aileron, c'est un bris de course. C'est très rare qu'on voit une Ouais. situation comme ça. Non, moi, honnêtement, ça me dérange pas du tout. Si la pièce est stable et n'est pas dangereuse, je vois pas pourquoi on l'enlèverait là, de là, là. Moi, j'ai pas aimé ça du tout, là, je vous le dis, là, parce que je trouve que 61 tours avec un aileron comme ça, je trouve qu'on aurait dû demander de la changer, mais j'ai l'impression que parce qu'on voulait pas avoir un impact dans le championnat, on a décidé de pas le faire. Mhm. Ben, J'ai, il aurait dû avoir le drapeau noir avec le cercle ouais, orange, je crois, là, pour, mettons, changer parce que c'est dangereux. Moi, c'est c'est ça ça. que je pensais qu'elle arrive. C'est ça, parce Oui. que j'ai de la misère à croire que, tu sais, la transparence ou la ligne, là, j'ai de la misère à croire que si ça avait été une autre écurie, qu'on n'aurait pas dit, écoute, là, t'as un morceau qui dépasse de ta voiture, tu dépasses la limite, la largeur possible, donc on veut pas ça. Mais en tout cas, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, Mhm. messieurs, pour discuter de tous ces beaux sujets-là. C'était vraiment, vraiment le fun. Petite correction, j'ai fait une erreur. La personne, notre auditeur qui aime pas qu'on dise orange papaye, c'est Sébastien Tremblay et non Simon Tremblay, donc je voulais pas le fâcher Oh! en le débaptisant. En plus, je sais qu'il n'aime pas ça qu'on répète Orange Papaye, mais je le débaptise en plus, je veux pas le fâcher. Donc, mes excuses à monsieur Sébastien Tremblay. Et si vous avez trop entendu Orange Papaye au cours de l'épisode, ben, je m'excuse aussi parce que ça fait partie des sujets d'actualité, puis c'est comme ça que la règle s'appelle. Donc, on n'a pas le choix de l'appeler comme ça. On va pas nécessairement la débaptiser pour autant. Donc, merci messieurs. François Goulet, Jean-Christophe Tran, Simon Bachand, ça a été un plaisir encore une fois et je vous remercie et à la prochaine et bonne fin de saison. Pareillement. Carrément. Si. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 10 octobre. Sachez que vous pouvez aussi participer à la discussion avec notre section commentaires sur Spotify ainsi que notre question sondage. Aujourd'hui, on vous demande, croyez-vous que McLaren fait du favoritisme à l'endroit de Lando Norris? En attendant notre prochain rendez-vous qui sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres et des qualifications sprint du Grand Prix de Austin au Texas, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram, et bien sûr à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et à activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.